Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de cette deuxième saison de Profil, le podcast de scouting par Dunkebdo. C'est Pierre qui vous parle. Avec moi aujourd'hui le scout du moment, c'est Alan Guillou. Comment ça va Alan? Salut Pierre, salut tout le monde, ça va super. Alors pour rappeler très rapidement, Profil, tu avais pour rôle d'analyser le jeu d'un joueur depuis le début de saison. Tu avais des jeunes téméraires et tu vas nous livrer l'analyse que tu as pu faire du coup pendant 15 minutes. La parole est à toi, Alan. Je te laisse parler du meneur des Spurs. Ouais, donc j'ai pu passer tout le début de saison à scouter les Spurs et des gens téméraires. Les Spurs, c'est une équipe que je regarde pas tout le temps, souvent ces dernières années, donc c'était intéressant, pas mal de pouvoir les observer dans ce début de saison sur une dizaine de matchs. Donc des gens téméraires qui revenaient d'une blessure qui l'avait empêché de jouer toute la saison passée, qui avait impressionné il y a 2 saisons défensivement, qui revient dans une équipe où Derrick White avait pris une belle ampleur durant la deuxième partie de saison passée, une équipe où il y a DeMar DeRozan, ce qui n'était pas le cas la dernière fois où Dejounte Murray jouait pour les Spurs, donc une situation qui diffère pour lui de celle où il était présent en 2017-2018. Donc ses stats brutes sur l'ensemble des premiers matchs, c'est un peu moins de 11 points, 7 rebonds, 4,7 passes, à 46% au tir, sur 8,5 tentatives par match, 20% à 3 points. 2 sur 10 en fait sur le début de saison et 79% lancés francs avec un Bose 27 sur 34 sur le début de saison, donc c'est pas si mal que ça. C'est à peu près 3,5 tentatives de lancers francs par match. Tout ça en 22,7 minutes jouées par match, c'est notable. Il joue même pas la moitié des minutes d'un match NBA. On verra les rotations de pop et tout ce que ça peut engendrer pour lui. Il revient aussi d'une blessure, comme j'ai dit, longue, pénible. Mais aussi, il a signé un contrat cet été. Il a été prolongé car il faisait partie de la draft de 2016. Il a un contrat de 4 ans pour 64 millions de dollars. Pas mal de gens ont été contents de cette signature, l'ont mise en avant. Moi, après l'avoir visionné, je suis un petit peu plus dubitatif et je vais vous livrer pourquoi. Donc mon questionnement central, c'est en fait de se demander si est-ce que tu peux gagner durablement NBA avec Dejounte Murray comme un de tes deux guards titulaires sans avoir un autre guard élite à ses côtés. Ce que ne sont ni Bryn Forbes, Derrick White, Patty Mills ou DeMar DeRozan, les joueurs ou même Marco Bellinelli, les joueurs qui jouent avec lui le plus souvent du côté des Spurs. Ma réponse, elle est un peu nuancée, mais elle tend plus sur le négatif que le positif. Les line-up dans lesquels il est le plus utilisé par Popovich, il y en a un qui se détache vraiment, et en fait c'est le 5 de départ. Murray start avec Bryn Forbes, DeMar DeRozan, Trey Lyles et LaMarcus Aldridge. Ce line-up, il a joué 120 minutes ensemble. C'est le line-up vraiment le plus utilisé par les Spurs parce que si on compare avec le deuxième line-up le plus utilisé, il comptabilise moins de 50 minutes de temps de jeu. Donc, quasiment plus de la moitié moins. Donc, le 5 titulaire est très utilisé par Popovich. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les autres line-up les plus utilisés, c'est des line-up 100% banc. Notamment le deuxième line-up le plus utilisé, donc 120 minutes pour le plus utilisé où Murray est dedans avec le 5. Et le deuxième, c'est tout le banc qui a joué 49 minutes cette année. Donc Patty Mills, Derrick White, Marco Bellinelli, Rudy Gay et Jakob Poeltl. Donc c'est vraiment des rotations, grosses rotations par Popovich qui sont mises en place dans ce début de saison et des rotations par groupe de joueurs qui vont ensemble. Murray, Forbes, DeRozan et Mills, White, Bellinelli. C'est plutôt comme ça que ça marche et c'est pour ça qu'on verra à la fin pourquoi ce qui pourrait être vu au premier abord comme un backcourt potentiellement du futur entre Murray et White, ça fonctionne pas parce qu'en fait ça joue pas du tout ensemble. On peut pas voir si ça fonctionne parce qu'il y a eu ils ont joué 1 minute ensemble depuis le début de saison. Donc ce 5 de départ qui a joué plus de 120 minutes ensemble, il a un net rating négatif de 2,6. Alors les minutes elles sont pas énormes pour juger, mais on peut penser, et Kevin O'Connor, Danny Leroux, des spécialistes sont déjà mis en avant, l'attaque des Spurs marcherait mieux sans Dejounte Murray sur le terrain. Les plus extrêmes diraient qu'elle marche même mieux sans DeRozan et parfois Aldridge. Et c'était un peu ce qu'on disait, je pense que tu es d'accord avec moi Pierre, l'année passée sur les Spurs, que c'était grâce à leur seconde unit qu'ils arrivaient vraiment à bien attaquer, quand ils arrivaient à mettre Patty Mills, Marco Bellinelli et même Davis Bertans, et c'est là où vraiment ça artillait. Je pense qu'il faut tempérer cette idée, parce que le 5 des Spurs qui a des bons offensive ratings, il joue contre des bancs, il joue contre des remplaçants, donc des joueurs moins forts. Ça facilite le scoring, surtout en saison régulière. Je pense qu'en playoff, DeMar DeRozan, bon, c'est terrible de dire ça, mais en playoff, DeMar DeRozan et potentiellement Aldridge pourraient avoir des impacts solides offensivement. Mais ça sera jamais élite. Et Dejounte Murray n'est pas un joueur élite offensivement.
Le regarder Dejounte Murray offensivement, c'est assez frustrant parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il a pas mal de choses pour que ça fonctionne, mais ça marche pas tellement. C'est un joueur qui domine beaucoup plus en transition que sur demi-terrain pour le moment. C'est ce qu'on dit souvent sur les jeunes joueurs, mais on est quand même chez un joueur qui est dans sa 3e année NBA, sa 4e en tout si on compte la blessure. Donc ça serait peut-être le moment de voir peut-être de meilleures lectures sur demi-terrain, d'une meilleure gestion des situations. Si on continue dans le positif, c'est la transition comme je dis. C'est un joueur vif, tranchant, qui va assez vite. Il y a des flashs où il est super fort balle en main, des accélérations, des changements de rythme. Il a un dribble moyen, mais un cross pas mal. Un match contre les Knicks, par exemple, il a vraiment mis 2 fois aux fraises Dennis Smith Jr. La fin de match contre les Lakers aussi, un match qui était serré où il a pris pas mal de choses en main. Il arrive au cercle assez facilement, il est explosif. Son premier pas était plutôt intéressant et la vivacité était pas si mal que ça face à des joueurs comme Avery Bradley ou Danny Green qui sont pas non plus des défenseurs horribles, ce sont même de bons défenseurs. Quand il est proche du panier, selon Basketball Référence, il est à 66% de réussite, c'est pas mal, et on verra que c'est là où il réussit le plus de tirs. D'où viennent les points de Dejounte Murray, c'est surtout de là, de proche du panier. Donc comme j'ai dit avant, son dribble il est pas optimal, mais si on est très précis, j'ai pu déterminer que son cross qui part de la droite vers la gauche, c'est celui qui lui permet de faire le plus de différence. 2 fois, comme je dis, contre Dennis Smith Jr. Une fois sur Avery Bradley, il arrive aussi à prendre l'avantage. Il arrive à créer un peu de séparation contre Trae Young ou Cam Reddish qui défendait sur lui sur quelques possessions à Atlanta. Et même face à Kemba Walker, il a réussi à vraiment lui passer devant grâce à The Move. C'est vraiment le positif pour lui. Il a pas un dribble exceptionnel, mais ce mouvement-là est assez utile pour lui. Et quand tu vois, il y a des flashs, quoi. Il y a des flashs où il arrive à faire un dribble dans le dos, un dribble où il fait passer la balle entre ses jambes, puis un cross. Tu te dis, ouais, c'est super fort. Mais c'est assez limité et c'est pas ce qu'on voit le plus, en fait. C'est plus des flashs que de quelque chose de récurrent pour le moment. Au niveau du tir, c'est compliqué. Et comme je dis, c'est assez bizarre parce que la gestuelle est plutôt bonne et le pourcentage au lancer franc, quasiment 80%, peut laisser penser à un shoot plutôt solide. Mais c'est le contraire qui se passe en fait. Il est même pas tellement respecté par les coachs adverses contre les Knicks. Au début de match, on le laisse pull-up à mi-distance 2 fois de suite, 2 fois en 3 actions, avec 2 gros ratés, une confiance en son shoot qui est pas énorme. Il est à 14% sur ses tirs à mi-distance selon Basketball Référence. C'est pire que ses tirs à 3 points où il est à 20%. Donc le tir est vraiment catastrophique sur ce début de saison. On verra si ça va continuer. C'est juste un échantillon de 10 matchs où il met vraiment rien dedans. Mais Dejounte Murray n'a jamais été vu comme un grand attaquant. Je pense qu'il va s'améliorer sur ça. Mais il n'arrivera jamais à atteindre d'être un shooter plus que correct, je pense. Il prend très peu de paniers à 3 points, pas mal de mi-distance, ce qui est très Spurs en fait et peu analytique. Le souci, c'est que Pop dit toujours que il préfère prendre un bon tir à mi-distance qu'un mauvais tir à 3 points. Mais dans le cas de Murray, je sais même pas s'il y a de bons tirs à mi-distance, parce que même quand il est assez ouvert, même quand il est en rythme, soit il le prend pas, soit il le rate. C'est très délicat là-dessus. Oui, il préfère que Aldridge prenne des bons 2, mais Aldridge est un très bon shooter en sortie de pick and roll et pick and pop par exemple. DeRozan est un bon shooter de mi-distance aussi. D'ailleurs, il prend plus de panier à 3 points cette année. Il en a pris un, je crois. Donc voilà, pour Murray, c'est un petit peu plus délicat. Et je t'en parlais aussi quand on en parlait tous les deux, il refuse plein de tirs. Il préfère toujours faire la passe en plus, l'extra passe de l'extra passe, plutôt que de tirer, alors qu'il y a des positions ouvertes où il pourrait être en rythme. Le jeu de passe des Spurs, c'est plus celui de 2014, mais ça reste toujours un très bon jeu. C'est très beau à avoir joué. Il y a plein de positions qui sont faites. Ils sont dans le top 5 des équipes qui créent les tirs les plus faciles, en quelque sorte, pour ces joueurs avec des équipes comme le Jazz ou Boston par moment. Et il refuse les tirs en fait, contre Boston, contre New York, même contre Atlanta. Il a les shoots ouverts, mais il refuse. Et ça, c'est dû à un manque de confiance, je pense. Il n'a pas confiance en son tir, il revient d'une blessure. Ça va se remettre en place. Mais même s'il les met pas, j'aimerais bien le voir les prendre ces tirs-là. Parce que c'est une question de rythme, c'est une question de confiance. Donc c'est important, je pense, pour lui. En termes de décision, en tant qu'initiateur de l'attaque, il est, comme je dis, bien plus fort en transition que sur demi-terrain. Ça lui arrive de faire quelques mauvaises passes, de mal gérer des situations de pick and pop pour Aldridge, ce qui sont pourtant des actions clés dans le cahier de jeu des Spurs. Même des fois on le libère, il y a quelques systèmes qui sont faits pour libérer d'espace. 2 écrans de suite par Aldridge et Lyles au centre du terrain, quasiment entre la ligne des lancers francs et la ligne à 3 points.
Donc on essaie de le libérer, mais il fait pas toujours les bonnes décisions. C'est en transition qu'il est bien meilleur. San Antonio court moyennement, ils sont 14e à la pace, mais il arrive à trouver Forbes dans les coins, il arrive à trouver Mills quand il joue avec lui par moment, Bellinelli aussi. Donc c'est plus un joueur qui est fort en transition pour le moment parce qu'il a des bonnes qualités athlétiques, il va vite, et même s'il lève pas toujours bien la tête, il est quand même assez intelligent sur ces actions-là. Il doit s'améliorer par contre sur ses décisions sur demi-terrain. Comme je disais en intro, pas beaucoup de minutes avec Derrick White. Pop split vraiment les temps de jeu entre les deux. Et ce que je vois depuis 10 matchs, c'est que déjà c'est Derrick White qui finit plus les matchs que Dejounte Murray. Et l'attaque, elle va mieux quand le White joue avec Patty Mills ou avec Bryn Forbes plutôt que quand c'est Murray. Alors White, il a joué l'année dernière, il est plus en confiance. Il a fait une grosse deuxième partie de saison, de bons playoffs. Même s'il a été drafté plus tard que Dejounte Murray, il est plus vieux parce qu'il a plus joué aussi en collège. Donc, pour le moment, Derrick White est meilleur que Dejounte Murray, je pense, et en attaque, dans tous les cas. Si on passe du côté de la défense, c'est un peu ce qui a fait la réputation de Dejounte Murray. Il a été eu dans le deuxième 5 défensif en tant que sophomore en 2018, c'était vraiment très impressionnant. Il avait aussi une énorme réputation à la fac, et c'est un joueur qui, on va pas se mentir, très à l'aise de ce côté-là. Comme il est fort en transition, et qu'il sait que c'est une des actions où il est le plus à l'aise, il aime bien gratter des ballons, il est assez fort pour ça, pour ensuite se créer des paniers faciles, il court bien, il a des mains actives, il y a des actions sur Frank Ntilikina, où voilà, il lui prend le ballon assez facilement, même sur triangle ou chez Alexander, il arrive à piquer le ballon, ensuite pour finir au cercle. En fait, il a une belle envergure, des mains actives, il est athlétique, il est chiant en fait pour les meneurs adverses, surtout s'ils sont petits et qu'ils n'ont pas confiance en leur dribble, ce que peuvent être Trae Young, qui est petit, ou Frank Ntilikina, qui n'a pas tellement confiance en son dribble. Excuse-moi, Tom du Fresh Knicks Podcast, mais c'est ce que j'ai vu de lui sur ce match-là face à Dejounte Murray. Il arrive à défendre sur pas mal de profils différents. Alors, face à Trae Young. Dans la deuxième mi-temps, il a pris l'eau complet, mais pour moi, c'est plutôt la faute du coaching et de Pop que de lui. Je vais plus taper sur Pop ici, parce que depuis que je regarde la NBA, j'arrive pas à comprendre. J'ai toujours cette impression que les Spurs passent tout le temps sous les écrans. C'est un truc ou alors qu'ils passent beaucoup plus sous les écrans que d'autres équipes NBA. C'est l'impression que j'ai, que les guards des Spurs, ils passent toujours sous les écrans en face, sauf qu'en fait, que quand tu passes sous les écrans face à Trae Young, même à 10 mètres, bah, il va shooter. Et là, Murray, dans une bonne partie de la deuxième mi-temps, il passe sous les écrans, il est loin, et Young, il le sanctionne totalement, il prend feu complet, et c'est là-dessus qu'Atlanta va gagner le match. Donc est-ce que c'est plus lui qui lit mal les lectures, qui souffre dans les situations de pick and roll, qui n'arrive pas à se dépêtrer des humains, en quelque sorte, ou est-ce que c'est le coaching? À voir. Mais il a des bonnes possessions face à RJ Barrett, par exemple, qui est un bon attaquant, qui est puissant aussi, il l'embête avec ses mains, avec son envergure. Quand ça switch, il est à l'aise. Des positions face à Bobby Portis, Taj Gibson, face à Steven Adams d'OKC, face à Collins d'Atlanta. Franchement, il lève les bras, il est intelligent, et il fait plutôt les bons choix, les bonnes lectures. Il arrive à bien tenir la chandelle à ces joueurs-là. Là où il a un tout petit peu plus de mal, c'est quand le meneur adverse n'est pas un gros porteur de balle. On voit moins son impact en fait, parce qu'il est plus loin du ballon, il doit beaucoup courir. C'était le cas dans ces deux matchs face aux équipes de Los Angeles, face aux Clippers, face aux Lakers. Il a beaucoup couru, après Avery Bradley par exemple, après Danny Green, et il est parfois un petit peu en retard, il laisse des shoots ouverts là. C'est un bien meilleur défenseur sur l'homme, sur le porteur de balle pour le moment. Plutôt que loin du ballon, où il faut qu'il court, même s'il a un bon physique, il n'y a pas de souci, mais des fois il est un petit peu pris en retard, et ça c'est un petit peu plus délicat. En termes de défense sur transition, il sait plutôt bien se passer, il comprend pas mal les situations, il y a quelques erreurs par moment, mais il est jeune, donc c'est plutôt normal. Ses stats collectives en termes de rating, ils sont pas hyper utiles, parce qu'en plus il joue avec Bryn Forbes, avec Trey Lyles, LaMarcus Aldridge pas mal du temps, c'est compliqué, mais si on réserve en termes de profil, si on regarde que lui, faut être assez bête pour pas voir que défensivement il a tous les outils, et c'est déjà un joueur positif sur le côté-là. Donc c'est vraiment un bon joueur de défense dans le système des Spurs. C'est un joueur donc qui a signé un contrat cet été, qui doit être vu comme le futur de la position. Je pense qu'il se voit aussi comme le futur de la position des Spurs, avec Derrick White, avec Patty Mills qui est aussi vieilli. Moi je pense que ça marchera que si les Spurs arrivent à trouver un joueur qui est très fort offensivement à côté de lui. Et je parle pas de Bryn Forbes par exemple, qui est un très fort shooter, mais c'est pas non plus
il sait pas faire grand chose d'autre que shooter dans cet effectif. Alors ça marche, bien sûr que ça marche dans l'effectif des Spurs, mais je pense que pour le futur des Spurs, euh, un backcourt avec des gens Murray qui jouent une trentaine de minutes marchera si on arrive à trouver un gros joueur d'attaque à côté de lui. Il faudrait un CJ McCollum type, un joueur comme ça, qui arrivera à vraiment prendre la création en main et faire des gens Murray, voilà, un joueur qui défend et qui, s'il arrive à prendre confiance en son tir, pourrait sanctionner les tirs ouverts. Ok, merci Alan pour ce bien copieux profil. Une petite question pour finir. Déjà par rapport à Derrick White, comme tu l'as dit, Murray et White ont très peu joué ensemble. Murray avait en plus des restrictions de minutes, je crois, au début de saison. Est-ce que toi, tu parierais sur ce backcourt-là dans le futur, sachant que White va demander sûrement une prolongation dès l'année prochaine? Et ensuite, comment t'as senti Murray, on va dire, plus off-ball? Je sais pas si t'as énormément développé cette partie, mais ouais, t'as parlé beaucoup de transition. Est-ce que lui serait capable d'évoluer off-ball? On sait que son tir, c'est un peu délicat pour l'instant. Bah, off-ball, il pourrait, sachant qu'il se déplace plutôt bien en termes de cut, il pourrait être intéressant. Il a des bonnes lectures, mais il refuse les tirs en fait. Donc quand tu refuses les tirs et quand catch and shoot, t'es pas hyper à l'aise, pour moi c'est un petit peu plus compliqué de te voir jouer off-ball. Je pense que oui, c'est le futur de son développement, parce que après 4 saisons NBA de Dejounte Murray, on voit qu'il peut pas être un initiateur offensif de haut niveau. Donc, s'il veut quand même jouer dans les minutes importantes, jouer dans des équipes de playoffs qui vont loin, il faudra qu'il fasse autre chose, qu'il ait un fort initiateur offensif à côté de lui et donc il soit un bon joueur off the ball qui puisse sanctionner les tirs. Et si je parle plus de l'association avec Derrick White, moi aussi j'ai envie de l'avoir, franchement. Mais je pense que Pop, il veut gagner des matchs et qu'il me laissera toujours soit Patty Mills, soit Bryn Forbes sur le terrain. Alors après, ça voudrait dire que tu fais des 5 assez petits. Est-ce que tu imagines un 5 avec Murray, White et Forbes ensemble? Ça peut être assez compliqué défensivement, je pense. Surtout si tu as des ailiers en face. Je pense qu'il va, comme j'ai dit, couper les minutes entre les deux. On verra peut-être quelques situations avec les deux ensemble, mais en fait, on aimerait tous le voir. On en aurait besoin de le voir pour avoir une bonne évaluation, mais je suis pas sûr que ça soit dans l'intérêt des Spurs sur la saison 2019-2020 en fait. Parce qu'il y a Forbes et il y a Mills et Bellinelli qui sont très importants dans le spacing de l'équipe. Alors que ça pourrait l'être dans le futur, de le voir. Voilà, exactement. C'est deux idées qui vont dans le sens contraire en fait. D'accord. Merci beaucoup Alan. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau profil. On vous laisse la surprise du scout et des joueurs. Merci encore Alan et à bientôt.